C'est quoi ta philosophie par rapport au closing? Le closing, c'est tout simplement le fait. On va définir le truc. Le closing, c'est tout simplement le fait, à un moment donné, de faire aboutir, une fois que tu as qualifié ton prospect, tu as identifié qu'effectivement, il y avait un fit entre le problème dont il souffrait et la solution que tu proposes. Donc, tu t'es assuré effectivement que le fit est total. Bah là, à un moment donné, tu dois l'amener à prendre la bonne décision. Donc, le closing, c'est comment est-ce que tu vas l'amener, par quelle question, par quel procédé, à aboutir à la meilleure décision pour lui, qui peut être positive, qui peut être négative. Mais l'idée, c'est de l'accompagner là-dedans. T'es un accompagnant. Toi, c'est quoi ta vision du truc? Bah, pour moi, le closing, c'est vraiment du coaching décisionnel, en fait. Okay. C'est à partir du moment où t'es persuadé que la personne est mieux avec toi que sans toi, ton rôle à toi, en tant que closer, c'est de faire en sorte que elle termine dans ton accompagnement, elle termine avec ton produit, et ainsi de suite. Et en fait, c'est vrai que dans closing, on a souvent en tête l'action de closer, et c'est pour ça que je te dis que finalement, la masterclass closing, elle a déjà un petit peu commencé. Le closing, le moment où ça va closer, c'est juste la conséquence en fait de tout ce qui a été fait auparavant. C'est la conséquence de ton entretien découvert, des questions que tu as posées, etc., etc. Parce que souvent dans l'acte de closer, tu vois, on parle beaucoup d'objections, de traitement des objections, parce que ça arrive à la fin et que ça arrive au moment de closer. Mais finalement, ces objections-là, tu peux les prévenir, tu vois, bien avant, pour éviter parce que le but c'est d'en avoir le moins possible, sachant qu'une objection c'est pas forcément quelque chose de négatif. Une objection c'est hyper positif. T'as des bullying questions qui sont hyper intéressantes, tu vois. Si quelqu'un me pose est-ce que vous faites des plans de paiement plusieurs fois, si la personne n'était pas à minima intéressée par ce qu'on est en train de faire, en fait elle me poserait pas cette question. Donc moi c'est pépite quoi quand on me pose cette question là, tu vois. Est-ce que si je pars avec vous, est-ce que mon associé pourra être là sur les calls? En fait, là, la question est complètement dans la projection d'être avec nous, quoi. C'est pas du tout une objection en mode faut le prendre mal, tu vois. C'est juste, il y a des choses qui sont purement informatives et il y a des choses qui sont à traiter avec les différentes approches, tu vois, qu'on va pouvoir avoir. C'est-à-dire écran de fumée. T'as deux types d'objections. En vrai, t'as les écrans de fumée et t'as les objections logistiques. C'est-à-dire que dans le financier, t'as de l'écran de fumée, t'as du logistique. Dans le temporel, t'as du financier, t'as du logistique. Et en fait, ça, dans le closing, c'est hyper important de faire la différence. Donc toujours, en fait, d'avoir cette approche à creuser. Si tu me dis, j'ai pas le budget, ça veut dire quoi? Est-ce que t'as pas le budget en mode écran de fumée? Est-ce que t'as pas le budget parce que t'as vraiment pas le budget? Donc là, c'est purement logistique, c'est-à-dire t'es à 0 sur le compte, t'as envie d'être avec nous, mais t'as 0 sur le compte. Ça, c'est logistique. T'as le budget, mais on n'est juste pas ta priorité. Ça, c'est un écran de fumée quand tu me dis j'ai pas le budget. Donc là, ça, c'est une objection qui est réellement à traiter. Peut-être que quand tu dis j'ai pas le budget, c'est juste j'ai pas la trésor à l'instant T pour sortir 15 000 euros, par exemple, pour un accompagnement. Ça se traite avec de la logistique. Peut-être un plan de paiement, justement. Si tu me dis j'ai pas le budget, mais qu'en fait, c'est juste que t'as pas compris la valeur de l'offre, tu vois, c'est un écran de fumée. Et là, tu dois le traiter autrement. Donc en fait, la vision du closing, c'est vraiment en fait ce coaching décisionnel, déjà, d'aller discerner si la personne est en train de te raconter du bullshit et se raconter du bullshit aussi par la même occasion, parce que t'as une tension qui arrive au moment du closing, qui est normale, parce qu'il y a la peur. En fait, la personne, elle doit prendre une décision. Donc il y a la peur. Derrière cette peur, t'as deux manières d'aller la traiter. Soit elle te galvanise, tu vois, soit elle te tétanise. L'idée, c'est comment tu te sens à ce moment-là. Est-ce que tu te dis soit j'ai peur, soit j'y vais, soit est-ce que j'ai peur et j'y vais, tu vois. Et en fait, c'est juste ça. Et j'aime bien, moi, poser la question, une fois que le closing est passé, tu vois, tout redescend, ça a été closé, c'est bon, ok, comment tu te sens? J'ai peur, ok, mais il y a peut-être aussi autre chose, tu vois, derrière cette peur. Est-ce que t'es excité? Est-ce que t'as hâte, tu vois? Ah oui, tu vois, j'ai hâte. Ok, en fait, cette peur transforme là, justement, en excitation, j'ai hâte d'y aller, et ainsi de suite. Donc, voilà. Et comment tu structures tes appels de closing? Les appels de closing, alors déjà ça commence avec la qualif qu'on a un petit peu découpée. Derrière, je vais avoir l'appel de closing où la première étape, ça va être de reconnecter émotionnellement la personne à ce qu'elle m'a dit au premier appel. Déjà, est-ce que tu as pu lire les ressources que je t'ai envoyées entre la qualification et cet appel-là? Oui, ok, super. De mon côté, je me suis noté quelques éléments que tu as pu me partager pendant le premier appel. J'aimerais qu'on revienne ensemble dessus. Je repose le cadre pour être sûr qu'on soit bien aligné et qu'on aille au bon endroit. Donc là, déjà, il y a ce côté, je la reconnecte à ce qu'elle m'a dit, tu vois. Je pars pas directement dans le closing. Donc émotionnellement, il y a cette partie-là. Là où il y avait des questions très logistiques dans la qualification, la partie call closing, session stratégique, on va rentrer un peu plus dans l'émotionnel. Donc là, je fais revalider les différents enjeux. Maintenant, la vision. Ok, ça changerait quoi pour toi de mettre ça en place, de répondre à ces différents enjeux? Ça changerait ça. Ok. Toi, en tant qu'entrepreneur, j'imagine que au-delà de ces objectifs chiffrés dont tu m'as parlé, il y a peut-être une vision un peu plus profonde, une vision un peu entrepreneuriale, tu vois. C'est quoi aujourd'hui?
Ok, et pourquoi t'as créé ta boîte au départ? Donc là, vraiment, tu vois, des questions qui vont dans le deep avec cette vision-là, et après la conséquence. Donc à l'inverse, s'il se passe rien, qu'est-ce qui se passe pour toi, tu vois? Si rien ne change. Pourquoi on est en train de se parler maintenant, et pourquoi on parlerait pas en septembre? Ça, c'est une question de conséquence, mais dentivante. Et en fait, quand tu demandes pourquoi on se parlerait maintenant, en fait, elle va justifier le pourquoi elle va pas décaler la décision, en fait. Pourquoi c'est important pour toi de mettre ça en place maintenant? Parce que là, on est un peu dans la merde, etc., etc. Donc en fait, elle vient de le justifier. Donc par souci de cohérence, tu vois, ça, c'est typiquement de la prévention d'objection. Tu sais qu'elle va pas te dire après dans l'appel, non, je vais pas passer à l'action ou je vais reporter, on se recontacte en septembre. Vu que t'as posé cette question-là avant, elle te l'a dit, pourquoi on n'allait pas se recontacter en septembre. Donc ça, c'est de la prévention. Pareil, pourquoi t'externalises pas aujourd'hui pourquoi tu te dis, tiens, je vais passer avec Scalisia, je vais internaliser finalement les compétences, je vais monter en compétences et mettre les choses en place en me faisant accompagner. Pourquoi finalement t'externaliserais pas avec une autre boîte? En fait, ça c'est une question un peu d'anti-vente, tu vois, parce que tu lui ouvres la porte sur une autre solution, mais en fait elle va juste justifier le pourquoi c'est important pour elle d'internaliser et de pas externaliser, tu vois. Et donc c'est jouer avec la psychologie aussi, sans être dans la manipulation bien évidemment, mais c'est jouer avec les biais psychologiques et les biais cognitifs, de prendre à contre-courant en fait tout ce qui naturellement est contre-intuitif, quoi. En fait, moi, je le vois vraiment comme, non pas de la manipulation, c'est juste, à un moment donné, moi, une décision, je la vois comme une grande maison, avec plein de salles, plein de portes, plein de tiroirs, etc., où derrière chaque porte, derrière chaque tiroir, derrière chaque porte de placard, tu peux avoir potentiellement une nouvelle information, un nouvel élément, qui va peser dans la balance de ta décision. Ouais. Voilà, t'es dans un Cluedo, en fait. Ton objectif, c'est de t'es dans un escape game, c'est de sortir de la maison. Bon, est-ce que tu vas en sortir en un morceau ou en 2 morceaux? Ça, on sait pas. Et en fait, pour moi, ces questions-là, c'est des questions qui vont amener ton prospect à ouvrir l'intégralité des portes, des tiroirs, des placards, à la recherche d'éléments de réponse. Et donc, en fait, c'est pas de la manipulation, au contraire, parce que tu l'amènes à explorer tout le champ des possibles, visant à, clarifier au maximum sa situation à l'instant T pour prendre la décision la plus éclairée, à la fois sur la partie logistique, comme tu l'as dit, factuelle, concrète, logistique et logique, et émotionnelle. Interroger tout le champ de ses émotions, en fait. Ouais. Positif comme négatif. Et donc au contraire, pour moi, c'est l'inverse de la manipulation, parce que la manipulation va viser au contraire à faire en sorte que tu n'ailles surtout pas ouvrir les portes qui pourraient amener l'interlocuteur à prendre une vision éclairée. Tu vas au contraire chercher à l'enfermer dans un entonnoir décisionnel qui va lui mettre des œillères plus qu'autre chose. Puis tu vois, la vraie différence aussi entre l'influence et la manipulation, c'est l'intention que tu as derrière. C'est pour ça que je te disais, ton rôle, c'est à partir du moment où tu te rends compte que la personne sera mieux avec toi que sans toi, c'est du coaching décisionnel. Ton rôle, c'est d'aller faire en sorte que la personne embarque, tu vois, avec toi. Donc si ton intention finalement est positive et que t'es à 100% sûr qu'elle sera mieux avec toi, vas-y, en fait, t'es en train de faire du bien pour cette personne. Et moi, je m'en fous que la personne, en fait, pendant l'appel, qu'elle m'apprécie à 200% ou pas. Je veux juste que si elle a closé dans 10 ans, elle se rappelle qu'on a eu cet appel de vente et que c'était hyper cool. Et que c'est ça qui a changé sa vie, potentiellement, tu vois. Et à l'inverse, si ça a pas closé, pareil, qu'elle se dise, c'est vrai que cette personne m'a amené à me poser les bonnes questions. Et à ouvrir des portes que j'aurais jamais ouvertes. Et je repars de là, en fait, avec plein de nouveaux chemins, plein de nouvelles portes, hein, comme tu disais, qu'on a ouvertes, que j'aurais jamais ouvert, en fait, sans le closer. C'est quelque chose que je fais, que je fais beaucoup aussi, que j'ai pas mal fait d'ailleurs, dans mes calls Calendly, le fait de reconnecter ton interlocuteur à ses émotions, de reconnecter aussi à la logique qui l'a amené à prendre sa décision. C'est une question que je pose beaucoup systématiquement ok, là c'est la première fois qu'on échange, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de prendre cet appel avec moi? Parce que moi, mon objectif, c'est effectivement que toutes les portes en fait soient rouvertes et que l'interlocuteur soit complètement au clair par rapport à son motif. Et donc qu'il puisse se reconnecter au problème qu'il a amené à et en plus pouvoir ce qu'il puisse en plus verbaliser le truc. Et donc ça pour moi c'est fondamental et on en revient en fait à la notion de cadre, reposer le cadre et ce cadre qui va pouvoir t'amener aussi toi en tant que closer, en tant que sales à occuper la bonne posture. Parce qu'on parle souvent de la posture. Ouais. Mais le truc c'est que un manque de posture, quel qu'il soit, que ce soit dans un échange commercial ou ce que tu veux, va systématiquement résulter d'un manque de cadre.
Ouais. Parce que tu ne peux te positionner correctement que si tu sais dans quel espace t'évolues. Ça, c'est juste logique. Et donc, en fait, quand tu tombes dans un rapport de force, déjà, dans une logique de rapport de force qui nécessairement va être à ton désavantage, bah, c'est que t'as pas posé le bon cadre. Ça, c'est toi qui décides, en fait. C'est Ouais. le cadre qui va être, en fait, la nouvelle base de discussion maintenant avec cette personne. C'est-à-dire que tu vas aller créer les croyances qui vont être en filigrane de toute cette discussion. Et ça, tu peux le poser dès le départ, tu vois. Par exemple, en fonction des périodes, moi, je vais aller poser des cadres qui vont être différents avec les appels de vente que je vais prendre. Je te prends un exemple. Si je prends des appels vers Noël, tu sais qu'il va y avoir des trucs en mode financier, ben, j'ai pas forcément d'argent parce que j'ai pas les cadeaux ou parce que je vais reporter ma décision à plus tard parce que là, on finit l'année et qu'on doit clôturer le bilan, etc., etc., etc. Mais en fait, l'idée, c'est soit d'aller construire des nouvelles croyances, soit d'aller déconstruire en fait des fausses croyances de la part du prospect. Exemple de cadre que tu peux aller poser pour anticiper les objections à Noël. On est le 26 décembre. Ben, dès le début de l'appel, tu vas dire « Ok, bienvenue sur cet appel. Je suis très content de pouvoir échanger avec toi et de voir qu'il y a encore des entrepreneurs qui n'attendent pas justement le 1er janvier ou qui n'attendent pas le premier trimestre pour pouvoir prendre des décisions. Et je suis très content parce que ben en fait, le fait que tu prennes cet appel-là aujourd'hui, ça démontre bien que t'es pas quelqu'un qui attend, tu vois, dans la prise de décision. Et ça, c'est important quand on est entrepreneur. Donc déjà, félicitations pour ta décision d'avoir pris cet appel avec moi. Là, tu viens de poser un cadre, d'imposer un cadre à la personne où elle peut pas te répondre, ben non, moi je suis comme tous les autres entrepreneurs, je vais attendre genre 3 mois pour prendre mes décisions, etc., etc. Parce qu'en fait, tu viens de le féliciter déjà dans sa première action, qui est ça. Donc en fait, c'est la base de la discussion maintenant, elle est là-dessus. C'est la nouvelle base de la discussion. T'es un entrepreneur qui prend des décisions et qui n'attend pas en fait pour prendre des décisions. Donc en fait, c'est pas je vais réfléchir, on se recontacte en septembre, etc., etc., etc. Et ça, mais ça, c'est hyper puissant, tu vois, d'aller créer ça. Et pareil, par moment, tu peux aller déconstruire des croyances. Donc ça va être plus avec des boucles d'objections. Quelqu'un qui va te dire, non mais moi, voilà, Scalezia, j'adore la proposition de valeur. Par contre, j'ai peur de pas avoir le temps, ou en tout cas, j'ai pas le temps parce que moi, tu sais, je suis entrepreneur et c'est compliqué. Là, tu vas lui dire, ben ouais, ok, je comprends. Pour être tout à fait transparent avec toi, c'est normal de pas avoir le temps. Tu sais, je parle à des entrepreneurs tous les jours et en fait, j'ai jamais un entrepreneur qui m'a dit j'ai le temps parce que c'est le propre de l'entrepreneur, tu vois, de pas avoir de temps. Donc déjà, tu viens pas à l'encontre, pas en mode mais si t'as le temps, etc. Mais nous on fait ça, etc. Tu viens en mode full empathie et c'est normal et tu viens poser un cadre qui est ben tous les gens avec qui j'échange en fait c'est comme ça. Donc tu viens dédramatiser. Et maintenant tu viens poser une question du style est-ce que toi aujourd'hui t'as un entrepreneur qui t'anime, tu vois? Steve Jobs, Bill Gates, peu importe, on s'en fout. Ouais, ok, super. Est-ce que tu sais la ressource aujourd'hui qu'on a à exacte même quantité quand on est? C'est le temps. C'est-à-dire qu'on a 24 heures tous dans une journée. Et là, tu lui poses la question, comment tu expliques qu'aujourd'hui, un entrepreneur comme Steve Jobs, alors que toi, tu fais peut-être 10 000 euros par mois, un entrepreneur comme Steve Jobs et une boîte, enfin, il l'a plus du coup, on l'embrasse, mais et une boîte en fait à plusieurs milliards de dollars, tu vois, et qu'il ait exactement le même temps. Est-ce que à ton avis cette personne-là, elle travaille plus ou est-ce qu'elle travaille mieux? Là, la personne, en fait, elle ne peut que répondre oui, elle travaille mieux. Ok. Et quand tu prends un accompagnement comme Scalezia, est-ce que tu penses que l'objectif c'est de te faire travailler plus ou de te faire travailler mieux? C'est de me faire travailler mieux. Ok. Donc finalement, en fait, là, tu viens juste par des questions et juste par une boucle où tu viens confirmer des petites choses, tu vois, comme ça, et en mettant un nouveau cadre dans la discussion. En 3 questions, tu viens de lui faire changer complètement son état d'esprit par rapport à j'ai pas le temps, je suis entrepreneur, j'ai pas le temps de passer à l'action, j'ai pas le temps de mettre les choses en place. Ah, ok. En fait, c'est pas du tout ça le problème. C'était un écran de fumée. Et tu viens de contrer, en fait, un écran de fumée et non pas de la logistique, tu vois. Et ça, c'est hyper puissant, tu vois, ce système de boucle mélangé avec du cadre, du pré-cadre, etc. Plus une analogie avec un entrepreneur où, c'est no-brainer. En fait, c'est la straight line de Jordan Belfort. Donc là, le principe de straight line, c'est ton prospect est un état A, situation initiale A, c'est-à-dire son état de prospect avec son problème. L'objectif, c'est de le faire transitionner vers la situation d'aboutissement qui est sa signature, donc son changement d'état à suivre vers celui de client en fait. Et en fait, ça, ce qui te sépare des deux, c'est une ligne. Cette ligne, elle peut être soit droite, donc là en gros t'as aucun accroc, soit elle peut être un petit peu plus sinueuse et en fait le prospect va tout faire pour te faire sortir du cadre avec des objections, avec des questions, etc. Toi, ton rôle, ça va être de faire en sorte de le faire revenir dans le droit chemin, revenir dans la ligne pour continuer son cheminement. Et en fait, toi, ce que tu préconises, c'est de non pas fonctionner comme ça en zigzag,
Parce que forcément, par inertie, le zigzag va t'amener, si t'es dans la lutte, en fait, à sortir dans le sens inverse, en fait, de la ligne, et c'est là que tu finis en sinusoïdal comme ça. Toi, tu préconises de faire plutôt des boucles. Donc, de sortir comme ça, d'accentuer le truc, en fait, et d'utiliser le système de cadrage avec les bonnes questions pour reposer un nouveau cadre, un nouveau micro-cadre, en fait, qui va te permettre de reboucler et de revenir sur la ligne. De désamorcer, en fait, le problème à la racine, l'objection à la racine, la dissiper si c'est un écran de fumée, de la résoudre en lui faisant prendre conscience, en fait, d'un truc, c'est que c'est un non-sujet, c'est un non-problème. Ouais. Le problème n'a pas été bien posé pour revenir dans le truc. Ouais. Et le sujet, en fait, aussi du dosage, tu vois. En fait, faut comprendre à qui t'as affaire. Il y a 2 choses qui font que la personne prendra pas de décision, ou en tout cas te donnera un no-go. C'est l'excès de confiance et le manque de confiance. Et au milieu, t'as une zone verte, en gros, qui est parfait. En gros, je suis dans un état de confiance parfait. S'il y a pas assez de confiance de la part du prospect en lui, eh ben il va dire non, je suis pas capable de le faire en fait. Je suis pas capable, donc c'est pas bon, etc., etc. Là, ces personnes-là, si tu leur poses trop de questions en mode remise en question, tu viens challenger, etc., ils vont perdre confiance et en fait, ils vont laisser tomber. À l'inverse, t'as des prospects qui sont dans un excès de confiance et ils prendront pas de décision de partir avec toi parce que, moi, je peux le faire tout seul, moi, je sais le faire tout seul et j'ai pas besoin de vous, en fait, pour pouvoir le faire. Là, il faut pouvoir aller challenger et mettre le doute. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller mettre dans cette zone verte, tu vois, au milieu, en fonction du dosage et en fonction de qui t'as affaire. Donc, en fait, ce système de boucle, tu vois, il faut faire attention aussi à bien l'utiliser en fonction de la personne que tu vas avoir en face pour pas aller casser en fait, tu vois, soit ce trop plein de confiance, soit ce petit down, tu vois, au niveau de la confiance. Donc ça, hyper important. T'as 4 niveaux de confiance. Ouais. Confiance au produit, donc en la solution. Est-ce que, en gros, 4 niveaux de confiance pour que la personne puisse prendre une décision. Le premier niveau de confiance, ça va être la confiance en la solution. Est-ce que cette solution vraiment va me permettre d'atteindre mes objectifs? Le deuxième niveau de confiance que tu vas avoir, c'est le niveau de confiance en la marque, en l'entreprise. Donc ça va être tout ton branding. Est-ce que cette entreprise m'évoque des choses qui font que je peux avoir confiance en elle. Par exemple, je sais pas, des boîtes, des très grosses boîtes qui ont une énorme marque, en fait, tu te poses pas la question, tu vois, de savoir si c'est sérieux ou pas, parce que la masse critique de la boîte fait que s'ils étaient pas sérieux, en fait, ils seraient morts depuis des années. Derrière, t'as le troisième niveau de confiance, c'est la confiance au commercial. Est-ce que la personne à qui je parle à l'instant T, j'ai confiance en elle? Si t'as pas confiance en cette personne-là, en fait, ça va être le rempart qui fait que tu passeras pas à l'action. Et le quatrième niveau de confiance que tu vas avoir, c'est la confiance en toi. C'est-à-dire, surtout dans le service, est-ce que j'ai confiance au fait que si je prends cette solution, je vais être capable d'y arriver? On prenait le sport tout à l'heure. Est-ce que si je prends un coach sportif, je vais m'imposer tous les sacrifices? Vraiment, est-ce que j'ai envie de m'imposer les sacrifices pour arriver à mon résultat? Si t'as coché ces 4 niveaux de confiance-là, globalement, en fait, t'as tout pour aller faire une vente. Et la question à se poser, c'est si t'as une problématique à un moment dans ton process de vente, prendre un petit peu de recul et d'aller comprendre, en fait, où est le niveau de confiance le plus bas, tu vois. Sur quel niveau t'es hyper élevé et c'est top. Et dans ces cas-là, il faut maintenir ce niveau-là. Et où tu es un petit peu plus bas, tu vois, au niveau de la confiance. Aujourd'hui, chez Scalizer, on s'est dit qu'ok, on a un super niveau de confiance avec les sales, on a un process commercial qui est top, les gens adorent ça. On a une super marque, on a plein de contenu, on apporte énormément d'expertise et on a un branding qui est top. Par contre, il y avait un manque de compréhension, tu vois, par moment, par rapport à la solution, c'est-à-dire à la possibilité d'aider. Alors on a d'excellents résultats, tu vois, avec nos clients, mais on s'est rendu compte qu'en fait, on avait un peu plus de pédagogie à faire par rapport à notre modèle de croissance. Et du coup, on axe en fait sur cette partie-là. Et après, la confiance en soi, ça, c'est un traitement purement commercial à faire en live call. Et donc là, les grandes étapes du closing pour clôturer cet arc narratif, tu connais? Petit récapitulatif. Ouais, vas-y. Ce serait quoi? Les grandes étapes du closing, établir la relation dans un premier temps, poser le cadre, la posture, etc. Commencer pendant la qualif, tu vas vendre une session stratégique. Donc déjà, en fait, pas brûler les étapes, te dire que ta qualif, elle te sert à amener sur un entretien stratégique. Ça sert à rien de commencer à vendre, en fait, sur la qualif. Ça va être une première étape en creusant les différents éléments dont on a parlé tout à l'heure, logistique, comprendre si la personne est qualifiée pour acheter ton offre. Derrière, tu vas avoir la reconnexion quand tu vas avoir sur un deuxième appel. Bien que tu peux faire du one call close aussi, mais en fait, tu fais le même process simplement en accéléré. Tu vas le faire sur 1 heure au lieu de le faire en 2 calls de 30 minutes et 1 heure. Derrière, reconnecter la personne à ses différents enjeux,
la projeter dans sa vision, lui faire visualiser le pire, ce qui pourrait arriver de pire. Derrière, amener le pitch vraiment le why, tu vois, le pourquoi de ce qu'on va faire. Et derrière, amener le comment. Une fois que tu as validé le pourquoi, amener le comment. Comment on va le faire. Donc là, vraiment le pitch logistique. Derrière, une validation de la solution, c'est-à-dire réengager la personne. Ok, par rapport à ce que je viens de te présenter, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant c'est horrible ce que je viens de te présenter, et 10 étant ok, on est parti, on est à 200%, où tu te situes. Là, 8, 9, 5, etc., etc. Donc là, vraiment, en fait, aller choper la température de la personne par rapport au cycle, justement, dans cette idée de straight line, c'est de te dire, voir, en fait, si t'es encore sur la ligne et est-ce que t'es proche du closing ou est-ce que t'as encore des choses à aller retravailler à l'instant T pour pas t'en éloigner. Donc c'est hyper important d'avoir ces petites prises de température, tu vois, dans tout ton closing. Et moi, ce que j'aime bien faire d'ailleurs sur cette question de 1 à 10, quand la personne me dit 8, tu vois, la plupart des gens, ils vont te dire pourquoi pas 9 ou pourquoi pas 10. En gros, les éléments qui manquent. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est l'inverse. Pourquoi pas 4? En fait, si je lui dis pourquoi pas 4, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va justifier le bien de ton offre. Bah non, quand même, je vais pas vous mettre 4 parce que j'aime bien ça. Si tu demandes pourquoi pas 9 ou pourquoi pas 10, elle va dire bah parce que il manque ça ou parce que il y a ça, tu vois. Et du coup, j'aime bien inverser ce truc-là pour l'amener vraiment au moment du closing, finalement, vers le positif, et lui demander, bah ok, est-ce que t'as besoin d'un 10 pour prendre une décision, tout simplement, ou peut-être que t'es capable de prendre une décision à 8? Non, je suis capable. Ok, bah on y va. Et donc, une fois que t'as fait cette prise de température, essayer d'isoler, de comprendre s'il y a des objections, derrière les traiter, soit tu closes sur le call, soit tu closes pas, et derrière, bah, caler une next step. Et en filigrane de ça, faire tout ton process de nurturing commercial, de follow-up, et ainsi de suite. Ça peut donner lieu à un next step, où là, ça va être un call de confirmation, quoi. Ouais, et même les 3/4 de tes calls, tu vas pas les closer en live, hein. Enfin, en tout cas, ça dépend des montants sur lesquels t'es. Il y en a bien évidemment, mais à un moment, quand t'arrives à un certain niveau, tu vois, de high ticket, tu vas pas les closer live. Donc en fait, c'est là où tu peux closer. Il y a des closers en fait qui closent non pas que par leurs compétences, mais par leur organisation. C'est-à-dire qu'ils sont hyper bons dans leur follow-up, ils lâchent pas un deal, ils savent exactement quand ils doivent relancer, pourquoi, avec quelles ressources, etc., etc. Et ça, c'est l'organisation de ton CRM, c'est ta data, c'est le tracking, c'est tout ce que tu vas mettre en place en parallèle. Et un process de follow-up solide, mais c'est indispensable.